Lentement, mais sûrement, les sociétés d'État tombent une à une de la main du gouvernement et passent sous le contrôle des investisseurs étrangers. Une énième privatisation, la société Togocom vient d'être cédée au géant malgache du consortium Holding qui y détient 51% du capital, alors que le récent rapport Doing Business classe le Togo premier pays réformateur en Afrique. Les dettes publiques augmentent en flèche largement au-dessus du seuil de 70%, et ceci 9 ans après l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. La question de la gouvernance et de la corruption, on en reparle tout à l'heure dans ce nouveau numéro de l'autre journal. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de l'actualité dominée au Togo par la présidentielle de 2020 et la modification par l'Assemblée nationale de la loi électorale à 6 mois du scrutin. Un sujet qui fâche même au sein de l'hémicycle puisque certains députés se sont abstenus du vote, mais l'opposition extra-parlementaire est plus que remontée contre ce qu'elle qualifie de violation du protocole additionnel de la CEDEAO. Ferdinand Haïté, bonjour. Et je rappelle que vous êtes le directeur de publication de l'Alternative. Un autre invité, Nicolas Kofigan Adigli. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Et je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence de services de presse Afrique Monde, www.aspanews.com. Bien avant d'entamer le sujet proprement dit, nous allons faire cette mise au point, ce rectificatif, au cours de l'enregistrement du numéro 30 de l'autre journal, parlant justement du ministre de la fonction publique Gilbert Bawara. L'un de nos invités a déclaré qu'en 2005, il ne disposait pas de maison à Lomé. Il nous a été rapporté et par des proches du ministre que ce dernier disposait bel et bien d'un domicile à Lomé et que s'il avait pris ses quartiers à l'hôtel de février à l'époque, c'était pour des raisons de sécurité. Il était important de faire cette mise au point pour éviter toute polémique à ce sujet. Débat clos. On va parler maintenant de la gouvernance au Togo avec à ça la privatisation en cascade des sociétés d'État. Est-ce que vous êtes au courant, monsieur Nicolas, est-ce que vous êtes au courant de cette privatisation en cascade au Togo? Il y a la BTC et l'UTB qui sont actuellement en cours parce qu'ils n'ont pas trouvé de preneur. Vous savez, une boîte vide, les gens ne peuvent pas courir là-dessus, malheureusement. Mais ces banques-là aussi sont en cours. Et nous l'avons appris aujourd'hui. Togocom, ou bien Togo Télécom ou Togocel ont été privatisés. Et tenez-vous bien, le capital de cette société est de 210 milliards. Mais elle a été privatisée. Vous comprenez immédiatement le marasme économique ou bien le scandale financier dans lequel cette société d'État, bien sûr, est plongée. Aujourd'hui, ce sont les Malgaches qui la prennent, cette société, bien sûr. Mais est-ce que ces Malgaches vont vraiment aller dans le sens du développement ou bien du redressement de cette société? Ça, c'est une question. Selon les informations, c'est un contrat de 7 ans. Et ils ont dit dans les 7 ans renflouer quelques centaines de milliards de francs CFA. Nous attendons de voir, mais c'est déjà déplorable. Pour cette société-là. Tenez-vous bien. Vous savez pourquoi le Togo n'a pas jusqu'à présent une troisième société de téléphonie mobile? C'est parce que ce n'étaient pas les sociétés Togocel et Move qui devaient s'installer au Togo. Il y avait Glow, MTN, quelque chose comme ça. Ils ont commencé même à construire leur pylône au niveau de Baguida, où il y a des gens les avaient accordés. L'accord était là pour qu'ils s'y installent. Mais après, les gens se sont dit, c'était Amjo Chamda, je pense bien, qui était le ministre de la communication d'alors, ou bien quelque chose comme ça, qui ont dit qui ont dit à Feu Ignacy que non, quand nous aurons la téléphonie mobile là, les gens vont voir tout ce qu'on fait de mal et à l'extérieur, on sera mal vu. Et que nous-mêmes, nous pouvons implanter notre société. Vraiment, immédiatement, on a mis fin aux activités de cette société-là et Togotel s'est implanté. Mais automatiquement, les gens se sont plaints au niveau du commerce international, de l'OMC, au niveau du commerce international, parce qu'ils ont été grugés à des centaines de millions avant qu'ils ne voient Yadema. Et jusqu'à ce que leur plainte ne morde, il y avait Télécel, Télésat qui est devenu aujourd'hui Move, était déjà implanté. C'est pourquoi vous allez voir que chaque fois on dit Orange va venir et autres, parce que lorsqu'on dit qu'une autre société vient, les gens essaient immédiatement de tenir les câbles de l'autre côté et voilà que jusqu'à présent nous avons que ces deux sociétés mobiles et voilà encore que c'est Togocel qu'on essaie de placer. C'est dommageable, vous savez, et puis les choses sont liées. C'est comme si on ne trompe pas quelqu'un ou bien on ne cache pas
de ce qui est pourri et quelque chose de blanc. Tenez-vous bien. Le Togo qui est premier au niveau de pour le premier pays réformateur oui, de business. Et automatiquement, vous savez, ça ne fait pas quelques jours, même ça ne fait quelques semaines, automatiquement c'est une société qui est privatisée. C'est parce qu'il y a contraste. Et là ça pose problème. La question est de savoir si cette société de télécommunications Togocom serait en faillite, Ferdinand, pour qu'on la privatise. Non, le problème est plus complexe que ça. Vous savez, dans un pays où il est difficile de faire la distinction entre les biens des dirigeants et les biens du pays, tout se passe. C'est pour ça que dans la Constitution, il est bien dit que les dirigeants doivent déclarer leurs biens. Mais depuis 15 ans que M. Faure Gnassingbé est au pouvoir avec ses amis et que les sociétés d'État tombent les unes après les autres, et qu'eux, ils s'enrichissent vachement, on n'a jamais connu leurs biens. Mais on sait que leurs comptes sont généralement bien garnis. Et donc, on a les banques qui sont totalement en faillite. Il y a eu une privatisation il y a quelques années de la BTD, alors que la BTD n'était pas déjà à l'époque en difficulté. Ce qui est, excusez-moi, ce qui est un peu bizarre, parce que vous savez, la BTD, c'était la banque que les femmes, les nanabins utilisaient beaucoup, les fonctionnaires. Donc, ce n'était pas une banque qui était en faillite, mais il y a une privatisation bizarre. On ne connaît pas les actionnaires jusqu'à ce jour, mais lorsque vous faites une investigation sérieuse, vous vous rendez compte que les actionnaires ne sont pas trop loin. Ils sont toujours ici. Et ils sont dans nos palais. Et puis après, maintenant, on veut vendre les 2 dernières banques qui appartiennent à l'État. C'est incroyable parce que au Ghana, on est en train de vouloir nationaliser les banques. On s'est séparé du FMI parce que si vous n'avez pas le contrôle de vos banques, comment est-ce que vous pouvez financer l'économie? Comment est-ce que vous pouvez financer les entrepreneurs de chez vous, les jeunes entrepreneurs, les hommes d'affaires peuvent avoir des crédits pour financer leurs activités? Parce que si les banques sont dans les mains des étrangers, les étrangers vont financer leurs amis, les leurs. Ils peuvent refuser les crédits à vos frères. Alors, c'est quand même incroyable que des gens dans ce gouvernement ou au sommet de l'État, on dit qu'ils ont fait de grandes études et qu'ils sont en train de vendre toutes les banques. Et donc, les 2 dernières banques en instance de cession, on trouve difficilement des preneurs parce que ce sont des banques totalement pourries. Et ces banques n'existent que par les immeubles. Encore faut-il voir si les immeubles ne sont même pas hypothéqués, parce qu'on avait hypothéqué certains immeubles pour prendre des fonds chez les Arabes. Alors ces banques, pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que les gens du régime ont pris des crédits à des milliards qui n'ont pas remboursé. Si vous allez aujourd'hui à l'UTB, à la BTCI, pour savoir qui sont ceux qui sont insolvables, la plupart sont du côté du régime. C'est des ministres, des anciens ministres, des femmes qui se promènent dans les palais présidentiels, qui se donnent des noms, telle la copine de telle, tout ça, qui ont pris de l'argent et qui ne sont pas capables de les rembourser. Et aujourd'hui, on veut vendre ces banques-là sans faire l'état des lieux aux contribuables, parce que c'est des banques publiques, vous voyez. Maintenant, sur le cas de Togocom, qui est l'ensemble de Togo Télécom et Togocel, c'est vrai que ça fait des années que le bruit courait qu'on voulait privatiser ces sociétés. Et le nom de la société française Orange avait toujours été cité comme celle qui va reprendre ce truc-là. Et ça a déchaîné les passions, les polémiques, il y a eu le débat. Après, ça s'est un peu calmé. Et depuis hier, ça a pris une autre tournure. On nous a annoncé, dans une interview de la ministre de l'économie numérique, Sina Lawson. Et figurez-vous bien, dans Jeune Afrique, ça veut dire qu'on n'a pas fait une communication officielle sur des médias togolais. On a informé les Togolais par le biais de Jeune Afrique qu'on a vendu une société togolaise à des étrangers. Et donc, on nous dit qu'on a vendu le groupe Togocom est désormais cédé à un consortium malgache. Mais il faut rappeler que au départ, c'est Togo Télécom qui avait des soucis. Parce que la gestion de cette boîte était totalement catastrophique. Il y avait plus de personnel qu'on avait besoin parce que les gens ont recruté des frères, des petits frères, les cousins, les copines, les maîtresses, les enfants, tout ça. Et tous étaient presque du même village parce que les directeurs venaient de ce village-là. Et la société a été gérée comme on gère une épicerie de quartier et elle est tombée dans une situation difficile. Alors, la fusion est arrivée et Togocel qui se portait mieux, parce que Togocel, elle marche parce que tout le monde achète du crédit, a porté
pendant au moins encore 2 ans Togo Télécom pour essayer de la remonter. Alors, Togocel n'a pas de souci. Même si la gestion, même si c'est une société qui est considérée comme la vache à lait du régime, qui finance beaucoup d'activités du régime, tout ça, on sait que cette société n'a pas de souci parce que les Togolais achètent tous les jours du crédit et ça consomme tous les jours et ça rapporte des milliards parce que c'est du vent qu'on nous vend, excusez-moi le terme, mais qui rapporte des milliards à la société. Alors, du coup... Ferdinand, avant de vous revenir, vous avez touché du doigt à un aspect... Ferdinand a planté le décor. Est-ce qu'on doit voir venir cette privatisation? Parce qu'on a fait comprendre que le processus a commencé depuis 2018. C'est parce que Togo Télécom est en faillite et que Togocel ne peut plus porter les dettes, la charge de Togo Télécom. Non, c'est même pas ça. Qu'est-ce qui peut expliquer fondamentalement? En fait, il faut aller plus loin dans ce genre de choses. Et selon nos informations, vous savez, le pouvoir met ou bien envoie les jeunes dans des sociétés, les jeunes activistes du pouvoir, bien sûr, qui n'ont pas d'emploi, on les envoie dans les sociétés là sans compter. On vous appelle, on dit, bon, c'est tel nombre de jeunes qui vont venir. Ça s'est passé aussi avec Seco. Donc, on recrutait au niveau de Togo Télécom, c'est qu'il y a plus, la masse salariale est très grande. Par rapport, tenez-vous bien, si la masse salariale est grande et que les gens sont vraiment des techniciens, des gens chevronnés ou bien des gens qui ont la maîtrise de ce qu'ils sont allés faire là-bas, je ne pense pas que le problème va aller trop se poser parce qu'ils vont travailler. Mais on envoie des gens qui n'ont pas de ces spécialisations-là, mais ils sont dans la boîte. Vous comprenez le gouffre financier dans lequel cette société était. Maintenant, on voyait venir depuis parce qu'on avait dit que pour camoufler les choses, on parlait plus de fusion. Pour camoufler. Or, Togo Télécom commençait depuis à supporter Togo Télécom quand on n'avait même pas l'information. Parce que c'est telle somme qu'il faut envoyer par ici pour faire ça. Mais après, et comme l'a dit Fernand, 2 ans après, Togo Télécom, je pense que lui aussi, il y a une manne financière qui est là, il fallait voir ce qu'il y a le juguler fait. Bon, il faut aller à la privatisation. Et tenez-vous bien, moi aujourd'hui, je me pose encore la question. La privatisation, pour moi, ça a été trop rapide. Est-ce que ces actionnaires ne sont pas des actionnaires véreux? Je veux dire, c'est ce que moi je me dis. Parce que pour un Togo qui avec sa société de téléphonie mobile, les malgaches, on va me dire qu'on parle d'argent. Moi, je parle plus de la qualité. Au niveau même à Madagascar, ou même pour avoir de l'électricité, la communication, c'est un grave problème. Et que ce sont ces personnes-là qui viennent payer notre société, vous comprenez là où moi je me pose des questions. Moi, ça me dérange un peu. Mais à côté de ça, est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui que ces gens-là aujourd'hui, c'est des gens qui vont vraiment travailler pour le bien-être des Togolais, pour renflouer financièrement, avoir une certaine équité financière? Est-ce que c'est des gens qui vont aller dans ce sens? Moi, je me pose des questions, surtout que c'est une privatisation. Et quand on parle de privatisation, on sait ce que c'est. Les gens sont venus pour aussi avoir un gain. Ils ne sont pas venus pour perdre. Vous vous rappelez de la société qu'on avait privatisée en quoi au niveau avec les Canadiens, si je me rappelle bien, on a vu ce que ça a donné. Immédiatement, c'est redevenu la société. Vous comprenez déjà que les gens, quand ils viennent de l'extérieur pour parler de privatisation, bien pour acquérir quelque chose, ils ont déjà derrière leur intérêt d'abord. Mais à côté de ça, est-ce qu'on voit venir? Moi, sincèrement, rien ne me tombe dans ce pays dans la mesure où on voit comment les choses stagnent de gauche à droite. On voit une certaine instabilité sur le plan financier, sur le plan économique et autres. Je me dis qu'avec la gouvernance actuelle, c'est comme ça que ça pouvait être. Tenez-vous bien. Et je reviens encore sur ça. On nous parle de réformateurs et qu'on célèbre. Et aujourd'hui, voilà que de réformateurs qu'on célèbre, on va privatiser nos sociétés. C'est déjà dommage. Ferdinand? Oui, mais moi je pense que je n'avais pas terminé mon propos, mais je pense que justement, il n'y avait pas lieu de privatiser ces sociétés. Parce que dans l'interview que la ministre Sina Lawson a accordée à Jeune Afrique hier, donc hier le 6, elle disait qu'il a été dit dans l'interview par les gens de Jeune Afrique qu'en 2018, Togocel a fait un chiffre d'affaires de 120 milliards. Alors, quelle société d'État aujourd'hui est encore debout pour faire ce chiffre d'affaires? Il n'y en a pas. Toutes les autres sociétés d'État sont en faillite. Le port ne fait même plus aujourd'hui de chiffre d'affaires, ils sont en faillite. La CNPT est en faillite. La Société nationale du coton est totalement à terre. Et donc, c'est pour vous dire que c'est la seule société en réalité qui marche.
Une société qui fait un chiffre d'affaires de 120 milliards, certes, il y a certainement quelques soucis de gestion. Il y a le canard boiteux de Togo Télécom que Togocel traîne, mais la situation était plus ou moins contrôlable. Alors, pourquoi vendre une société qui rapporte autant d'argent? Et cette société a été vendue, cette société qui fait des chiffres d'affaires de 120 milliards par an, en 2018, on ne connaît pas le chiffre d'affaires de cette année, peut-être que ça va être plus ou moins. Vous la vendez à un opérateur, à un investisseur malgache qui lui dit il veut investir 160 milliards sur 7 ans. C'est-à-dire que la société que vous vendez fait un chiffre d'affaires de 120 milliards par an. Celle qui rachète dit moi je veux investir 160 milliards sur 7 ans. Alors, quand vous prenez le cahier de charges des malgaches, le groupe ASEAN, ça veut dire qu'ils vont investir 22 milliards chaque année sur les 7 ans. Pas plus. Est-ce que Togocel n'a pas ces 22 milliards pour s'autofinancer? Puisque Togocel fait 120 milliards par an. Alors, ça voudrait dire aussi qu'en d'autres termes, que les fameux investisseurs qu'on nous présente ne vont rien investir. Parce qu'il suffit qu'ils prennent le contrôle de la boîte et qu'ils fassent un an de bénéfice. Ils vont réinvestir le bénéfice pendant des années. Donc, ils n'auront rien apporté. Et donc, ce n'est pas surprenant qu'on ait découvert là l'acte notarié du groupe qui est sa version locale. C'est-à-dire que le holding, Agou Holding, d'abord, quand on dit déjà Agou, il faut tourner le regard vers ceux qui peuvent faire porter ce nom-là. On dit Agou Holding. Et on nous dit Agou Holding a été enregistré ici au tribunal du commerce avec un capital de 10 000 francs CFA. Combien? Est-ce que... 10 000? Oui, mais 10 000 francs. Est-ce que une société inscrite, je ne sais pas, je ne suis pas homme d'affaires, je ne sais pas, dans les milieux juridiques, je ne sais pas comment ça se passe, une société qui a un capital de 10 000 francs CFA peut acheter une société d'État au capital de 210 milliards et au chiffre d'affaires de 120 milliards par an. Ça veut dire que vous et moi, on se met quelque part là, au bord de la route ici, on crée un petit établissement, on cotise 5 000, avec 15 000 francs comme capital, et puis on va acheter le port, ou on va acheter la SNPT. Donc il y a des éléments qui nous prouvent que cette histoire-là cache quelque chose de très grave. Et justement, que cache cette privatisation? Je vais vous décortiquer rapidement avant de passer la parole à Nicolas. D'abord, nous publions une enquête demain. Aujourd'hui, nous sommes le 7, nous sommes en train d'enregistrer. Demain, le 8, nous publions une grande enquête sur cette privatisation. D'abord, les acteurs. Vous avez le groupe Axian, qui est un groupe basé dans l'océan Indien, donc Mayotte, Réunion, Madagascar, Maurice, Comores. Donc, quand on parle déjà de Maurice, vous comprenez que c'est un territoire offshore. Nous, quand nous faisons les investigations, l'île Maurice, c'est un territoire offshore où on blanchit de l'argent. Vous voyez, donc qui est installé là-bas, dans toute cette zone, qui s'est étendu un peu vers le Sénégal en rachetant Tigo, et qui s'est allié avec M. Xavier Niel, qui est le propriétaire du groupe Free, et le copropriétaire du journal Le Monde. Xavier Niel, c'est un homme d'affaires français qui est proche de Macron. Donc, c'est un consortium. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, le groupe ASEAN, c'est un groupe à plusieurs visages. Et vous avez ECP, Emerging Capital Partner, qui est l'actionnaire majoritaire de Aura Group, donc Aura Bank au Togo, et qui est un fonds d'investissement. Et quand on parle des fonds d'investissement en journalisme d'investigation, vous savez que c'est des réseaux de blanchiment d'argent. Parce que quand les gens mettent de l'argent dans les fonds d'investissement, c'est pour cacher des trucs. Donc, ce fonds d'investissement qui est majoritaire à Aura Group, donc, dont le siège est à Lomé, donc Aura Group, dont on ne connaît pas véritablement les acteurs individuels togolais, mais on sait qu'ils sont proches du régime. Ce même groupe est actionnaire d'une société qui s'appelle Enrov, qui a eu le marché de la construction de la centrale thermique qui a été lancée au port il y a à peine 1 an ou 2 ans à un coût de 65 milliards. Donc, c'est des gens qui sont ici depuis, donc qui sont proches du régime et qui pilotent un fonds d'investissement. Bon, qui sont les propriétaires des fonds
qui sont investis dans ce groupe-là. Et donc, quand vous prenez tous ces éléments et que vous prenez ce qu'on vient de dire, l'acte notarié à Agou Holding, dont le siège est caché dans une maison obscure à Djidjoli là-bas, donc vous comprenez qu'on est en face d'une mascarade organisée. J'ai bien peur que cette histoire ne cache un blanchiment d'argent avec une fuite de capitaux vers les îles Maurice. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on peut attribuer un secteur aussi stratégique dans un pays, un secteur porteur de croissance qui n'a aucun problème en réalité à des étrangers, à des malgaches qui, eux, sont des gens qui cachent véritablement les vrais propriétaires. Moi, je pense que ceux qui ont racheté Togocom, parce que Togocom produit énormément de l'argent de bénéfices, ces gens-là sont au Togo, ils se cachent derrière ces pseudo-investisseurs, ils sont ici, c'est les gens du régime. C'est pour cela qu'il faut que les Togolais se battent pour qu'on sache quels sont les biens des gouvernants et quels sont les biens des Togolais. Oui, je disais, j'avais un peu effleuré le sujet quand je ferai la phrase. Je disais que ces investisseurs qui sont là, que pour moi, je me pose encore la question, est-ce que c'est vraiment des malgaches? Et tenez-vous bien, même la communication de la ministre Sina, moi, je me dis qu'elle est en train de faire le buzz. Si nous sommes une population et qu'on nous considère intelligents, on ne peut pas nous dire qu'une société qui fait un bénéfice de 120 milliards par an soit cédée à des gens qui veulent investir 22 milliards par an. Vous comprenez déjà que soit on nous trompe sur le chiffre là, on gonfle ce chiffre là pour tromper la violence de la population, pour que la population ne fasse pas ça, ou soit il y a quelque chose qui est caché là-dedans. Parce que quelque part, il y a un goût, pour moi, c'est comme il y a un goût financier, sincèrement. Il y a un goût financier parce qu'on ne peut pas nous dire qu'il y a une société en 2018 qui a fait 120 milliards de recettes ou de bénéfices et qu'on donne maintenant pour 7 ans cette même société à certains qui veulent la payer et pour 22 milliards pendant 7 ans. 22 milliards par an et pendant 7 ans. Or, déjà, si on prend 120 milliards, supposons par an, pendant 7 ans, on est à plus de 800 milliards. Vous voyez, maintenant, on a retenu cette société qui va faire maintenant 22 milliards. Vous comprenez vraiment ça? C'est pourquoi je dis que même cette communication, il faut la fouiller ou bien s'approcher plus des responsables de Togocel. On saura que sûrement que ce n'est pas une vérité qu'on est en train de dire à la population. Oui, justement, pour finir sur ce sujet-là. Vous savez que, comme on l'a dit, Togo Télécom est celui qui avait la branche qui avait des problèmes. Et Togocel, ça marchait. Parce qu'on achetait les crédits tous les jours. Vous savez, si vous prenez par exemple 3 millions de Togolais qui sont abonnés au réseau Togocel et que parmi ces 3 millions de personnes achètent 200 francs de crédit par jour. En termes de calcul, vous imaginez le chiffre que Togocel fait par jour et par semaine. Et donc, ce Togocel n'avait pas de problème. Togocel, c'est le bras financier du régime. Tous les financements de campagne, des activités, de je ne sais quoi, c'est Togocel qui s'en occupait. Vous savez que Togo Télécom a construit des villas à la cité OUA qui sont habitées par des ministres jusqu'à ce jour, gratuitement, qui n'ont jamais été libérés. Il y a des villas qui abritent les annexes de la primature qui appartiennent à Togo Télécom. Vous le savez, l'ancien ministre d'Ogbe, ou je ne sais pas quoi, il y avait un ministre des Postes et Télécommunications, est dans une villa de Togo Télécom. L'ancien directeur de Togo Télécom, Tagba Romain, je ne sais pas quoi, ils se sont appropriés des villas de Togo Télécom parce que Togo Télécom a financé la construction des villas dans les projets de la cité Oria. Et des gens se sont partagés ces villas-là. Et donc, on ne peut pas dire fondamentalement aujourd'hui qu'il y avait une nécessité de privatiser ces deux sociétés-là. Surtout que dans le cahier de charge, la somme très infime du cahier de charge de l'investisseur nous montre qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose à faire pour gagner de l'argent. Parce que Togocel a déjà investi sur la fibre optique qu'elle est en train de déployer sur l'ensemble du territoire. À part Togo Télécom, il faut acheter quelques matériels pour relancer la DSL. Il n'y a pas d'investissement majeur encore aujourd'hui à faire. C'est pour ça qu'ils nous disent que les gars vont investir 22 milliards chaque année. Parce que tout est déjà là. Donc pourquoi avoir privatisé un secteur comme ça? Alors ce qui est un peu inquiétant, c'est la manière dont nos dirigeants s'organisent pour piller certaines sociétés comme les banques, les mettre en faillite et se cacher derrière des investisseurs pour les racheter, ou ils font venir des investisseurs, des pseudo-investisseurs, ils s'en cachent derrière pour racheter des sociétés d'État. Donc à un moment donné, il faut que le travail d'investigation, il faut que la reddition des comptes soit demandée par tout le monde. C'est-à-dire les partis politiques, les journalistes, la société civile. Nous avons un parlement. Normalement,
la cession de cette société stratégique à cet opérateur malgache devait faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale pour que les gens comprennent pourquoi vous voulez privatiser, à qui vous voulez la donner, est-ce qu'il y a eu un appel d'offres, qui étaient les candidats, pourquoi c'est cette société-là que vous avez choisi. C'est comme ça qu'on gouverne un pays. Donc je me demande, bon, tout ce que nous disons ici, peut-être demain, tout le monde va dire oui, on l'a vendu, personne ne réagira. Même les partis politiques, ceux qui disent que demain ils vont gouverner le pays, personne ne dira rien. Alors que les gars sont en train de créer une situation, même si demain il y a le changement, vous aurez toutes les difficultés à remettre les choses en ordre. Donc je pense que cette affaire de Togocom, c'est un scandale de plus. Ils ont vendu déjà la plupart des sociétés. Les phosphates sont aux mains des Libanais, les clinquers, les phosphates sont aux mains des Israéliens. Le port. Israéliens indiens. Le port aussi. Le clinquer est aux mains des Indiens, Wassem et Stang Mine allemands. Le grand marché est donné aux Sahéliens, Niger, tout ça, ils ont évincé nos soeurs. Ils ont vendu les banques aux Marocains, Banque of Africa, tout ça, Télécel aux Marocains, Mouf plutôt. Maintenant, il y a quoi? Les Togolais se contentent d'aller dans les églises et prier. Oui. Ce n'est pas normal. Ferdinand, il y a un internaute qui ironisait même sur la question en disant qu'il ne reste que les populations à privatiser. Oui, c'est pas normal. Donc il faut à un moment donné que les gens, qu'on demande des comptes aux dirigeants, ils ne peuvent pas gérer le pays comme c'est leur bien privé. On a posé la question dans Jeune Afrique, à Sina Lawson. À combien vous avez vendu, vous avez cédé la société Togocom? Elle a dit que c'est confidentiel. Attends, c'est l'entreprise de sa mère. Vous vendez une société d'État à des étrangers. On vous demande combien vous l'avez vendue. Vous dites que c'est confidentiel. Oui. Alors que c'est une société qui appartient à tous les contribuables togolais. Oui. C'est pas normal. Ferdinand vous a compris. Lorsqu'on parle de la gouvernance, on parle de la corruption aussi. Apusia vient de transmettre des dossiers au procureur de la République. Est-ce qu'on joue de la diversion? Non, vous savez, moi, ou bien il faut... Apusia, depuis un certain temps, les gens ont commencé à crier, ils sont sur la sensibilisation, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et maintenant, on va transmettre des dossiers sur la canne la canne passée. Moi, j'appelle ça la canne à Omezunu. Et il y a le dossier de 26 milliards. De 26 milliards de la route Vaughan. Mais moi, je me dis que ça, c'est... Il y a quelqu'un qui a écrit un document pour dire que on joue sous les tropiques ou bien quoi, quelque chose sous les tropiques. Moi, je pense que... De la comédie sous les tropiques. Moi, je pense que c'est ça. Dites-moi aujourd'hui, est-ce qu'on ne connaît pas au Togo, normalement, on peut dire c'était tant, on les connaît. Si on va nous montrer cette poudre, on va faire ça, c'est un trompe-œil. Les gens te diront non, que vaut mieux tard que jamais. Je dis non. Il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, ce pays a été régenté pendant plus d'un demi-siècle par une même famille. Moi j'étais la fois dernière couché chez moi, je faisais un certain gymnastique des personnalités au Togo. Quand vous prenez et Adema jusqu'à son fils aujourd'hui, vous allez voir que celui-ci a été ministre, il a été directeur, celui-ci a été ministre, il a été... C'est comme ça se change. Regardez le ministre de la communication, ou bien le ministre de la communication, je pense bien, c'est Katari. C'est Katari. Katari était quoi? Et on l'a sauté vers... après, il est allé vers, comment vous l'appelez, la CEB ou bien quelque chose comme ça. De la CEB maintenant, vous voyez qu'il est encore revenu. C'est les mêmes personnes. Vous voyez, et ça fait que c'est ce qu'on appelle en communication politique l'usure du pouvoir. C'est quoi? Quand on prend plus de temps au pouvoir, on ne sait plus si ce qu'on fait, c'est bien ou c'est mauvais. Parce que c'est les amis qui se couvrent, dans le mal. Mais cela ne va pas empêcher... Dans notre gouvernance, je parle du Togo, on fait souvent l'endospeed. En communication politique, l'endospeed, c'est chaque fois garder l'information et attendre que quand quelque chose va sortir, on va sortir un peu pour dire on avait ça. Or, dans une bonne gouvernance, il faut toujours faire le tornado speed. Le tornado speed qui permet à anticiper, à informer la population bien, la masse sur ce que vous êtes en train de faire, à donner une certaine régularité, une certaine franchise, une certaine transparence dans ce que vous faites. Ça ne se fait pas au Togo. Et depuis des années, c'est l'endo speed qu'on est en train de faire. Et l'endo speed, c'est quoi? C'est gouverner avec des amis, piller, et après, noyer la population. Voilà ce qui se passe jusqu'à présent. Et juridiquement, est-ce que Apusia doit saisir le procureur de la République?
sur le plan juridique. Le problème du Togo est là. Lorsqu'on parle de due business et qu'on se met à célébrer un rapport, alors que, sur le plan du climat des affaires, tout le monde sait que le pays ne va pas. Il suffit juste d'interroger les hommes d'affaires. Ce n'est pas aller rassembler les gens dans l'hôtel de février pour faire des discours, se réjouir. Aujourd'hui, l'un des cancers du climat des affaires au Togo, c'est la corruption. Vous allez partout, vous devez faire un papier, il faut payer, il faut donner de l'argent, il faut donner des dessous de table. Les juges sont corrompus, les agents du fisc sont corrompus, les agents de douane sont corrompus. Partout où vous passez pour faire un papier, il faut donner de l'argent. Vous amenez une affaire ici, on vous prend de l'argent. C'est comme ça le pays. Et vous savez très bien que vous allez dans les banques aujourd'hui, les banques sont désertes. Ouais. Quand on nous dit que le climat des affaires au Togo est bon, allez dans les banques. Je pense que la corruption, c'est un critère fondamental ou essentiel du climat des affaires. S'il y a la corruption dans un pays, si les magistrats sont corrompus, les juges sont corrompus, aucun homme d'affaires ne viendra. Alors, sur le dossier Aplusia, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la diversion, c'est un écran de fumée. Pour la simple raison que, vous savez, les gens sont en train à la recherche du 4e mandat. Alors, il faut créer des situations pour divertir les gens. Ça, c'est connu dans les régimes autoritaires. Pendant qu'on vous occupe à des choses futiles, on prépare le 4e mandat. On sait très bien que les gens dans le pays sont très remontés contre le pillage, parce que tout le monde en a marre. Alors, il faut faire croire aux gens que maintenant, on est décidé à lutter contre la corruption et que les gens vont dire, ah bon, maintenant, il s'est réveillé, accordons-lui encore peut-être un 4e mandat, il va le faire. Alors, sur le cas Aplusia, l'institution qui est chargée de juger les ministres dans l'exercice de leurs fonctions, ou anciens ministres, ou premier ministre, ou président de la République, c'est la Haute Cour de justice. Qui n'est pas encore créée. Qui n'a jamais été créée. Et quand vous lisez l'article 126, 127, 128, 129 de la Constitution, ces articles déclinent les rôles et les attributions de la Haute Cour de justice qui n'existent pas jusqu'à ce jour. Alors, devant quel tribunal on va amener des anciens ministres qui sont responsables d'infractions ou de crimes économiques. Donc, le procureur n'est pas qualifié à faire ça. Et donc, il suffit que les avocats, un jour, si jamais on amenait ce dossier au tribunal, les avocats des mises en cause disent que ce n'est pas devant cette instance qu'on va juger nos clients, l'affaire est close. Donc, vous voyez très bien que c'est une diversion organisée. Et ce n'est pas par hasard que Aplusia a juste communiqué sur son site. Quand on transmet des dossiers aussi sensibles à un procureur, il fallait faire une conférence de presse pour dire nous avons bouclé des dossiers, voilà la nature des dossiers, et nous la transmettons au procureur parce que le procureur doit faire ci, doit faire ça. Et le procureur aussi n'a jamais agi. Et vous savez que le procureur, il est sous l'autorité, c'est le parquet du ministre de la Justice. Dans les pays normaux, le mécanisme qui permet de juger les crimes économiques, lorsque des institutions comme la Haute Cour de justice ne sont pas en place, on peut créer un tribunal spécial. C'est ce qui se passe par exemple au Cameroun. On crée un tribunal spécial avec des magistrats de haut rang, on associe quelques acteurs de la société civile, on met quelques députés dedans et on juge les gens qui ont été responsables de crimes dans l'exercice de leurs fonctions. C'est un mécanisme de substitution qu'on trouve parfois lorsque les institutions n'existent pas. En France, on a le parquet financier qui est habilité à connaître de ces genres de choses. Et donc, vous voyez qu'on est en train de tromper les gens en disant oui, on a envoyé le dossier au procureur de la République. Bientôt, les anciens ministres comme Ayasso, Nyofam vont passer devant la justice. Alors que l'instance même habilitée à les juger, au cas où ils auraient commis d'infractions, n'existe pas. Oui, le temps joue contre nous. C'est n'importe quoi. Sur ce sujet-là. Non, en fait, je l'ai dit, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux, comme l'a mieux expliqué Ferdinand. Il faut voir quelle procédure il faut adopter dans ce sens-là. Et déjà au Togo, on n'a pas la Haute Cour de justice. Qu'est-ce qui va être fait? Et si c'est le procureur, il n'est pas habilité. Vous voyez que c'est de la poudre aux yeux. Merci, on va marquer une pause et on va revenir dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission, l'autre journal. À très bientôt.